Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage dans la grande halle de Cournon pour notre Mid-Day. Bonjour, je m'appelle Natacha Kozak, j'ai 29 ans et je change de vie pour devenir ostéopathe animalier. Natacha, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Natacha, tu as eu une vie avant, tu étais en chambre d'agriculture et puis hop, tu deviens... Tout à fait, j'ai passé 6 ans en chambre d'agriculture et aujourd'hui je me reconvertis pour devenir ostéopathe animalier sur toutes les espèces et aussi sur les espèces d'élevage évidemment. D'où est partie l'idée Où l'envie L'idée, l'envie, c'était déjà ce qui m'a poussé à faire de l'agronomie à la base. C'était de travailler avec le vivant, de pouvoir servir aussi au monde agricole. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et l'envie, elle s'est fait sentir au bout de quelques années, au final, dans l'agronomie, où je sentais que j'avais pas l'impact que je voulais vraiment sur ces filières d'élevage, notamment. Et j'avais aussi à cœur de travailler plus à l'extérieur et plus en lien direct avec les éleveurs. Chose que je ne faisais pas trop au quotidien dans mon travail en chambre d'agriculture parce que j'avais fait le choix de travailler plus dans la coordination de projets, le pilotage, etc. Donc j'aurais pu changer de poste simplement au sein du réseau, mais je suis revenue à mes premiers amours qui étaient l'ostéopathie, pour lesquels j'avais envisagé de faire ce parcours-là en sortie de bac, mais à l'époque c'était pas du tout reconnu et j'avais envisagé de le faire au niveau des humains. Mais après un parcours dans l'agronomie, je me suis orientée plutôt vers les animaux. Voilà, t'as permis en fait de rassembler les deux objectifs ensemble. Tu es issu d'un milieu d'éleveurs et d'éleveuses ? Pas du tout. Je suis issue de la campagne, mais pas du tout de milieu d'éleveurs. Ce qui m'a un petit peu dirigée vers le monde agricole, c'est mon lycée, puisque j'ai pas fait le lycée classique, j'ai fait un lycée agricole, un bac S en lycée agricole. Et c'est là où j'ai quand même découvert tout ce milieu du monde agricole que je trouve avec des valeurs très intéressantes. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, un ostéopathe animalier, il fait quoi concrètement? C'est quoi ses missions? Alors, l'ostéopathe animalier, il vient en complément du vétérinaire, on va dire. Il ne le remplace pas du tout, c'est pas du tout notre objectif. Et il va venir optimiser le vivant, on va dire. Il va venir... Quand vous appelez l'ostéopathe, c'est pour un motif particulier. Ça peut être une boiterie, ça peut être une baisse de production, ça peut être ce genre de choses. Et l'ostéopathe va venir analyser le système dans sa globalité, donc le système, le corps en entier, pour optimiser tout son fonctionnement et résoudre in fine le problème. À la différence des vétérinaires, où eux, ils vont plutôt se concentrer sur le problème en particulier, nous, on va venir travailler à l'échelle du système. Et c'est ce qui rejoint aussi un petit peu mon premier métier, puisque l'échelle système, aujourd'hui, en agriculture, on sait qu'elle est prépondérante. Donc, ça tombait sous le sens, pour moi, l'ostéopathie. Ça veut dire qu'une préconisation en ostéopathie peut être très large? Une préconisation? Oui, quand tu fais une préconisation pour résoudre un problème, ça veut dire que c'est très global? Oui, c'est ce qui est très intéressant aussi dans ce métier-là, c'est qu'on intervient avec nos compétences d'ostéopathe, avec nos techniques d'ostéopathe, mais en fait, on va venir toucher à tout l'environnement alentour. Par exemple, quand on est appelé sur un bovin, c'est pas rare qu'on ait des conseils à donner ou qu'on réoriente les professionnels vers d'autres professionnels, que ce soit podologue, nutritionniste, conseiller de chambre d'agriculture aussi. Il faut prendre en compte tout l'environnement qui a un impact direct sur l'animal et qui a pu provoquer des dysfonctionnements dans le corps que l'ostéopathe va régler, mais sans ce panel d'autres professionnels autour, le problème va revenir peut-être. Alors tu sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a certains qui vont se dire bon, l'ostéopathie c'est bien, mais ça marche pas tout le temps, ou ça marche pas. Ben, ça marche pas tout le temps, c'est pas magique. Sinon, effectivement, ce serait pas de l'ostéopathie. Après, il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes. C'est quelque chose qui est très compliqué à normer. Néanmoins, il y a quand même des choses qui peuvent être vraiment utiles avec l'ostéopathie. Déjà, premièrement, la prévention. À la base, l'ostéopathie vient surtout en prévention. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui va aider à harmoniser le système. Et en fait, si on le prend à la base, le problème n'arrivera pas. Par contre, on peut aussi résoudre certaines problématiques avec l'ostéopathie. En élevage, par exemple, on peut agir sur des problèmes de production, sur des problèmes de fertilité, des problèmes locomoteurs, même si on sait que chez les bovins, par exemple, 90% des boiteries, elles viennent des pieds. Et donc là, on réorientera vers le podologue. En équin, on a aussi toutes ces problématiques-là. On a en plus de ça la problématique sportive, des performances sportives qui sont attendues par les cavaliers ou les entraîneurs. Mais non, c'est pas magique.
Mais ça s'inclut dans tout un processus et une réflexion autour de bien-être animal, bien-traitance et santé. Alors, comment tu vas trouver tes clients? C'est-à-dire, c'est d'autres professionnels qui vont les diriger vers toi. C'est quoi la façon justement d'avoir une clientèle? Alors la clientèle, c'est surtout du bouche à oreille. Il faut savoir qu'on est considéré, on n'a pas le droit de faire de publicité, au même titre que les pharmaciens par exemple. Donc c'est vraiment le réseau qui va jouer et qui va développer un réseau de clientèle comme ça. Et c'est vrai que dans le monde du bovin, par exemple, les éleveurs parlent beaucoup entre eux. Ça marche plutôt comme ça. On a les réseaux sociaux aussi qui peuvent jouer, mais c'est principalement du bouche à oreille. D'accord. Toute dernière question, tu en es où actuellement dans ton projet et tu aurais besoin de quoi? Si on peut être utile, qu'est-ce qu'il faut t'apporter? Alors actuellement, je suis en attente de passer l'examen de l'ordre des vétérinaires qui est nécessaire à avoir le droit pour travailler légalement. Donc ça, ce sera courant 2026. Et après, s'il faut, la profession, elle a besoin quand même de reconnaissance, je pense, et d'un partenariat, de pouvoir travailler de concert avec les vétérinaires. Ça, c'est vraiment important pour nous puisque ça évolue dans le bon sens et c'est une très bonne chose. Mais ça a encore un petit peu de mal à se développer. Donc, j'appelle tous les vétérinaires qui verront ça à prendre contact avec nous ou au moins à nous permettre de mieux communiquer ensemble et de travailler ensemble. Parce qu'il y a relativement peu d'ostéopathes en France aujourd'hui, animaliers. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Je pensais qu'il y en avait peu. Pas tellement dans le bovin, Ouais. moins dans le bovin puisque les parcours de formation sont moins axés là-dessus que sur l'équin ou le canin. Mais il y en a de plus en plus et on est plutôt bien formé en bovin, donc il y en a. Bon. Et en 2026, on veut faire appel à toi. Il faut être dans quelle région? Alors maintenant, je suis dans les Landes, dans le sud-ouest, à côté de Biscarrosse. Il y a pire comme région. Il y a pire, effectivement. C'est pas mal. Donc voilà, je serai sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Vous tapez mon nom sur Internet et puis Voilà. C'est comme ça. Natacha, bien sûr, je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, je suis Gilles Cavalli, ingénieur en agriculture, également titulaire d'un master d'éthique et développement durable. Et depuis 20 ans, je travaille dans le secteur agricole et je suis passionné par l'agriculture. Salut Gilles. Bonjour Jean-Paul. Gilles, je te connais depuis longtemps, donc on va se tutoyer. Gilles, tu es agronome de formation, tu as fait pas mal de métiers dans l'agriculture, et là je te vois revenir avec 2 ouvrages. Alors il faut que tu me les présentes, ces 2 ouvrages. Un ouvrage grand public, Debout sur Terre, où j'ai envie de partager des histoires inspirantes d'agriculteurs, d'agricultrices un petit peu partout sur la planète, et puis de les accompagner de quelques informations sur le monde agricole. Et puis un ouvrage un petit peu plus petit. C'était pas mon idée à la base, mais j'ai fait relire mon ouvrage par un papa qui m'a dit « je lis ça à ma fille » et il y a d'autres trucs qui sont un petit peu compliqués. Et puis je me dis je vais faire un ouvrage pour enfants. Donc il y a moins d'histoires, elles sont écrites différemment, les informations qui sont partagées sont plus accessibles pour les 8-12 ans. Pourquoi avoir fait le choix justement de s'adresser aux enfants? J'ai eu envie de partager des rôles modèles d'agriculteurs, d'agricultrices, de gens qui font face à des défis et qui les relèvent positivement, qui font preuve de solidarité. Et puis j'ai aussi peut-être faire naître des vocations, qui sait. Alors là, tu t'intéresses aux agriculteurs du monde. Pourquoi ce regard tourné vers l'agriculture des pays étrangers? Pour se rendre compte que le monde agricole, qu'il soit ici ou ailleurs, il reste uni par le fait de travailler la terre, le fait de subir et de bénéficier du climat, le fait de nourrir sa communauté. Et ça, pour moi, c'était un fil conducteur qui était important de montrer qu'il y avait cette unité du monde agricole partout sur la planète, même si les moyens sont différents et que les contextes sont différents. Une forme d'universalité qui t'amène à avoir différents cas, différents pays. Alors c'est vrai qu'il y a l'Inde, le Burkina Faso, mais il y a aussi des pays d'agriculture beaucoup plus modernes, comme la France par exemple. Bien sûr. Encore une fois, les moyens de production, c'est une chose, mais quand les gens font preuve de solidarité, quand les gens font preuve de persévérance par rapport à une sécheresse, par rapport à un défi économique, par rapport au fait de sortir d'une situation compliquée, et ça, on retrouve ces ressorts partout sur la planète, soit des hommes, des femmes, des gens qui sont des situations a priori plutôt aisées ou au contraire plutôt difficiles, on va retrouver l'humain. Parce que tu dis, ce sont des vraies histoires, c'est-à-dire que ce n'est pas des fictions. Exactement. Alors,
Non, je n'ai pas rencontré toutes ces personnes-là. Et oui, ce sont des vraies histoires que j'ai sourcées. J'ai fait mon enquête au travers des médias en ligne, au travers de différents sites internet et journaux. Et plutôt que ce soit un article ou un document universitaire, j'ai vraiment voulu raconter une histoire avec des émotions, avec de la description de paysage, avec des portraits pour donner envie. Pourquoi tu dis que les agriculteurs et agricultrices sont des magiciens? Déjà, on est tous des magiciens, parce qu'on transforme la nourriture en énergie et en qui nous sommes. Et les agricultrices sont des magiciens parce qu'ils transforment quelque chose qui n'existe pas, ou qui est en devenir, des graines, un animal qui naît. Il y a besoin de soins, il y a besoin d'attention, il y a besoin de travail pour les faire pousser, pour les récolter. Et donc, c'est en ce sens-là qu'ils sont des magiciens, parce qu'ils nous permettent de vivre. Alors comment tes livres sont perçus par le public? Très positivement. Comme c'est des cours d'histoire qui se lisent en 5 minutes, même les gens qui n'apprécient pas lire, ils prennent leur petit shoot de positif le soir avant de s'endormir. Et puis le fait qu'il y a aussi des informations plus factuelles sur l'agroécologie, sur l'agroforesterie, sur la culture de café, et ça c'est des choses qui plaisent beaucoup. Et puis les enfants adorent voir les petites cartes pour situer les pays dans le monde, et puis se rendre compte que des choses complètement nouvelles, le vermicompostage par exemple. Alors on peut les acheter comment et où? C'est très compliqué, il faut aller sur Amazon. Vous tapez Gilles Cavalli et puis vous allez les trouver. Le titre de l'ouvrage pour adultes, c'est Debout sur Terre. Et le titre de l'ouvrage pour enfants, c'est Yacouba et la magie du désert qui reverdit. Sachant que c'est le premier tome, il y aura au moins 2 autres tomes pour enfants que j'ai prévu de te faire sortir au mois de mars et au mois de septembre de 2026. C'est des livres que tu as édités à compte d'auteur? Oui, à compte d'auteur, pour pouvoir aller vite dans le fait de partager ces belles histoires. D'accord, et c'est des livres qui anticipent quelque part un tour du monde, un voyage? Exact. Très prochainement, dans 3 jours pour être exact. Exactement. Donc, je pars avec ma famille autour du monde et je reviendrai avec plein d'autres histoires à raconter. Bon, mais on sera très heureux de retrouver la suite. Et effectivement, ce sont de très beaux ouvrages. Merci Gilles et bon tour du monde. Merci à toi. À bientôt. Bonjour, Alain Maté, président de la société ACM, spécialisée dans les objets connectés, le smart farming. Ce qui me passionne, c'est justement les solutions connectées pour les éleveurs qui facilitent leur travail au quotidien. Salut Alain. Salut Jean-Paul. Alors Alain, moi j'aime bien te recevoir parce que tu viens toujours avec des boîtiers, des équipements, avec toujours beaucoup de technologie. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors là, je vais vous présenter un produit qui voit le jour, qui est un produit français, fabrication française, 100%, qui est un collier de repérage GPS. Alors ça signifie quoi, un collier de repérage GPS? Eh bien, c'est un collier qu'on va diffuser sur les animaux, notamment d'estive, ovins, bovins, caprins, et on va suivre leurs évolutions, définir leur tracé journalier, et voilà, donc dans les zones de pâturage de montagne, de haute montagne. Comment on l'installe? Explique-nous un peu comment ça Voilà, fonctionne. c'est très simple. Oui. En fait, c'est un boîtier qui est en ABS, avec, comme vous avez vu, tout, ça échappe personne, il y a un petit QR code là. Donc l'éleveur, il va acheter le produit, et il va flasher le QR code instantanément, donc il va démarrer et l'application et le pairage avec l'appareil, et il va pouvoir utiliser son collier de repérage GPS. Alors attends, quand tu me dis GPS, je me dis mais le GPS, ça passe pas partout forcément. Alors si, en satellite, ça passe partout, et après on va récupérer ensuite le signal terrestre avec la technologie LTE, qu'on appelle aussi IoT, qui va venir se connecter sur l'ensemble des possibilités de connexion. Je prends un exemple, GSM, système Sigfox, etc. Et donc ça va limiter, voire quasi rendre nul, les zones blanches de couverture. Donc ça veut dire que partout, grâce au GPS, effectivement, on arrive à repérer une position, et après c'est cette technologie bas débit qui permet de transférer les données, c'est ça? C'est exact, à un serveur. Oui. C'est exact. Et en fait, ça va rendre l'appareil utilisable pendant 6 mois avec une précision à moins de 2 mètres et surtout un signal toutes les 15 minutes que l'opérateur va pouvoir lui-même gérer. Alors moi, 15 minutes, ça ne m'intéresse pas. Une demi-heure me suffit, 1 heure me suffit, etc. Et en même temps, on va avoir un système d'alerte qui va permettre, en définissant une zone virtuelle de clôture, savoir si les animaux sortent de la clôture. Alors là, je commence à comprendre. L'idée, c'est de savoir où sont ces animaux quand ils sont dans les alpages, par exemple, d'être sûr qu'on ne les perd pas. C'est exact. Et en même temps, de définir s'il y a, dans le mode d'alerte, s'il y a une évolution ou un mode de panique
où les animaux sont potentiellement attaqués, éventuellement. Et là, on pense au loup. Alors, entre autres, on pense au loup. Effectivement, c'est la majorité des attaques aujourd'hui. Alors, ça ne va pas limiter les attaques, mais ça va permettre de définir quelles sont les zones où ils ont été attaqués. Et donc, d'éviter ces zones-là, justement. D'accord. On est vraiment dans la localisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'électricité qui est envoyée Non. à l'animal. Non, c'est vraiment de la localisation. Il n'y a aucune possibilité d'envoyer une décharge électrique. C'est pas une clôture virtuelle. Non, Voilà. certainement pas. Ça, c'est juste un périmètre virtuel qu'on va définir et qui va permettre d'alerter l'éleveur dès qu'il sort du périmètre. Alors, tu l'as dit, c'est valable pour les ovins, les caprins et les bovins. Ouais. C'est valable donc partout, dans tous les massifs, dans tous les alpages. Sur mon application, c'est même clair parce que moi, j'ai un tracking, par exemple, dans le monde entier. Ah oui. Comme je le place dans le monde entier, je me suis amusé à me promener jusqu'aux États-Unis, Canada, au Maroc aussi. Voilà. Ils bornent partout. Et on a des points de tracking de chaque déplacement toutes les 15 minutes. C'est énorme. Et le boîtier, là, donc là Alors oui, ça c'est quoi? C'est en fait, il est IP68 mon collier. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans l'eau à 20 bars de pression. Quand même pas mal. Alors c'est rare, hein. Mais surtout, le fait de ne pas avoir de connectique de recharge, on va le recharger par induction. D'accord, donc ça c'est un boîtier de chargement par induction. Ok. Voilà. Le prix et comment on peut estimer une rentabilité de l'outil? Il faut le ramener quoi? À la bête perdue? Enfin, c'est quoi? Alors le prix c'est 350 € TTC pour l'éleveur. Après la rentabilité, on en met... alors nous on préconise à peu près 4 équipements pour environ 400 bêtes. Donc l'économie est importante parce que quand on perd les animaux, on perd aussi potentiellement l'animal, les animaux. Et surtout on va optimiser les zones d'herbage, les zones de pâturage. Donc c'est aussi une économie, c'est là qu'on va chercher l'économie. Donc c'est assez limité en nombre d'animaux. Hein. Voilà. Et il faut choisir les animaux comment? Ceux qui vont avoir le collier. Comment on choisit les animaux à qui on va mettre le collier? Alors ça c'est à la charge de l'éleveur. Il n'y a pas de préconisation précise. Mais c'est les leaders, c'est quoi? Alors plutôt, on va dire plutôt les gens qui sont leaders qui vont se déplacer où le troupeau va suivre. Enfin sur les brebis, c'est quand même pas très compliqué. Sur le bovin, c'est un peu plus technique. Un peu plus technique. Alain Maté, merci beaucoup. Et juste pour rappeler, comment on peut l'acheter? On le trouve où? Alors, on l'achète dans le réseau de coopératives agricoles, ouais. Aujourd'hui, genre les Bergers du Soleil, par exemple, sur Sisteron, et d'autres, l'Alliance Pastorale demain. Donc voilà, tous ces gens-là sont capables, susceptibles de vendre ce type d'appareil. Et en tout cas, sinon, sur le site NixAir, où on va orienter l'éleveur vers la coopérative de sa région. Alain Maté, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Bonjour, je m'appelle Jean-Denis Vigne, je suis directeur de recherche émérite au CNRS, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle et je suis archéologue et je travaille sur les tout débuts de la relation entre les animaux domestiques et les humains au moment où la domestication est apparue. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Jean-Denis Vigne, vous êtes chercheur-auteur, vous travaillez au CNRS et vous avez vous avez publié, écrit La domestication. Donc c'est un ouvrage au CNRS Édition il y a quelques années avec une approche assez grand public. Un an. Il y a un an, voilà, donc c'est pas si vieux que ça. Et puis aux origines de la domestication animale, donc aux éditions Quae, un peu plus précis, un peu plus technique, un peu plus ciblé. Pour Voilà. une population un peu plus détaillée, avec un peu plus d'éléments méthodologiques sur comment on aboutit à ces informations. Voilà, parlez bien près du micro. Alors, la domestication, il faut que vous nous expliquiez, c'est un processus pas du tout comme on imagine peut-être de façon spontanée. Dans nos sociétés occidentales, on a une idée un peu biaisée par le profit et par la volonté de progrès permanente depuis 2 ou 3 siècles. De ce qu'est la domestication, on a tendance à considérer que l'homme s'est approprié des animaux pour en faire du profit. Les manger. Et les manger ou en tirer des services. Et quand on regarde ce que nous raconte l'archéologie, en particulier depuis une trentaine d'années, où les technologies ont beaucoup évolué, eh bien on se rend compte que ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, d'abord, c'est une histoire très lente. Les gens n'ont pas décidé d'un coup. Personne n'a rien décidé, d'ailleurs, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'il y a des animaux et des humains animaux et des animaux non humains qui se sont regroupés d'une certaine manière pour former une société, un petit peu comme avec nos microbates à stylo, vous savez, pour former une société plurispécifique d'ordre supérieur.
Et cette domestication, donc ça a pris plusieurs millénaires. Elle est très progressive, elle était presque inéluctable parce que les animaux qui ont été domestiqués, c'est des animaux qui vivaient dans les mêmes écosystèmes que les humains, qui ont été attirés par les nouvelles ambiances écologiques liées à la naissance de l'agriculture et de l'élevage, et qui peu à peu ont entamé cette très longue histoire. Ça veut dire que c'est une coévolution, une cohabitation? Voilà, et c'est une coévolution, mais pas exactement au sens où on l'entend habituellement. Quand on dit coévolution, on pense aux papillons et aux fleurs avec leurs longues trompes, etc. Mais là, il y a une autre dimension, il y a une dimension culturelle. C'est-à-dire qu'on développe avec ces animaux une culture commune qui va influer sur notre culture, sur nos sociétés, sur la répartition du travail dans nos sociétés, et qui va évoluer aussi sur les animaux qui vont adopter, par exemple le chien, qui a adopté l'aboiement pour communiquer avec nous, hein, comme un signal d'alerte, mais aussi comme un signal de communication. Et cet aboiement, il n'existait pas chez le loup. Donc il y a le développement de langage et de culture animale, culture commune entre animaux et humains. Ça, c'est passionnant. Alors si on s'intéresse par exemple à la domestication des bovins, il faut remonter à quand? C'est passé comment? Alors la domestication des bovins, elle a débuté il y a 10 500 ans au Proche-Orient, dans une région assez limitée, hein, qui serait le sud-est de la Turquie actuellement. Et alors on ne connaît pas exactement les causes de ce rapprochement entre bovins, mais ce qu'on sait, c'est que les bovins, les aurochs, ancêtres des bovins domestiques, ces aurochs ont été chassés par les humains de toute éternité, on peut dire. Et à un moment, il y a un rapprochement qui est peut-être lié au fait qu'apparaissent des champs, qu'autour des villages s'accumulent des déchets de l'agriculture naissante, qui attirent un certain nombre de bovidés. Je pense aux caprins et aux ovins, dont l'histoire est à peu près identique, et ces grands bovins. Alors, évidemment, on n'a pas de film de l'époque, hein, ça c'est bien dommage. Mais l'archéologie commence à dévoiler des hypothèses, et en particulier, les bovins ont en gros deux intérêts majeurs. D'abord, ce sont des animaux, quand on arrive à les apprivoiser, à les faire se reproduire, parce que c'est ça la domestication. Là, c'est des animaux de prestige. Celui qui arrive à faire ça, c'est quand même pas rien, parce que c'est un bestiau d'une tonne qu'il faut arriver à maîtriser. Et puis, il y a un deuxième avantage qui est unique, parce que les animaux sauvages ne le fournissent pas, c'est celui de produire du lait, qui a très très vite été utilisé dans l'alimentation et qui a modifié considérablement l'alimentation des humains. Quand vous dites que c'est un phénomène de coévolution, peut-être culturelle aussi, c'est pour ça que selon les pays, on n'aura pas la même relation à l'animal. Je pense à l'Inde, par exemple, pour les bovins. Alors tout à fait. Alors les relations qu'on observe aujourd'hui, elles sont évidemment d'origine assez récente. Moi, je vous parle de choses c'était il y a 10 000 ans, 10 000 ans, 12 000 ans. On ne sait pas exactement, hein, on ne peut pas le dire, mais ce qu'on sait, c'est que effectivement, chaque domestication est un cas particulier qui est lié à la culture des humains locales et finalement au comportement des animaux localement. Hein, que ce soit les chats, que ce soit les loups, que ce soit les bovins, c'est des populations qui se sont ou non intégrées aux populations humaines. Donc il y a une coévolution bioculturelle, hein, biologique et culturelle, qui est liée et qui chaque fois prend une forme différente selon l'endroit, les cultures humaines qui sont concernées. Est-ce qu'il y a des impasses dans la domestication des animaux qui, à un moment donné, l'ont été, qui ne le sont plus? Oui, absolument. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a seulement un très petit nombre d'espèces animales qui ont été domestiquées. C'est chez les ongulés, hein, qui a la plus grande proportion, mais c'est de l'ordre de même pas 10% des ongulés qui ont été domestiqués. La plupart des ongulés, les grandes antilopes, les buffles, etc., d'Afrique, n'ont pas été domestiqués. Deuxièmement, il faut savoir aussi que les humains, ils sont inventifs. De tout temps, ils ont cherché à apprivoiser des animaux. Ils ont cherché à les domestiquer. Et il y a eu beaucoup d'impasses sans doute. Mais nous, archéologues, on en retrouve rarement des traces. Peut-être les ânes sauvages, hein, qui ont été apprivoisés pour tirer des chars de prestige, etc. Mais il n'y a pas eu de suite. Et puis, alors plus intéressant, parce que ce sont des animaux domestiques qu'on connaît bien. Par exemple, pour les chevaux, les premiers indices de domestication des chevaux au Kazakhstan sont très anciens, enfin pas aussi anciens que pour les bovins, hein, mais sont très anciens, aux alentours de 4500 avant notre ère. Et il y a tout un tas d'éléments de domestication qui apparaissent, l'invention du mors, l'exploitation du lait des juments, les enclos, etc. Et puis, toc, ça s'arrête. C'est-à-dire c'est une impasse. Et un peu plus loin, dans la région de la Volga, quelques siècles ou millénaires plus tard, on ne sait pas exactement pour l'instant, va redémarrer une histoire comparable.
Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est des histoires qui démarrent à plusieurs endroits. Il y en a qui s'éteignent, il y en a qui ont plus de succès, il y en a qui diffusent des animaux qui ont été domestiqués dans leur région sur d'autres régions où on a échoué. Donc ça c'est passionnant et ça nous apprend énormément sur l'histoire des humains et l'histoire des animaux domestiques. Alors, on parle beaucoup de la domestication dans le passé, il y a 10 000 ans par exemple, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a le début d'une histoire de la domestication Oui, qu'on ne voit pas complètement. sous nos yeux peut-être? Complètement, on la voit sous nos yeux quand on regarde un petit peu. D'abord, ça n'a jamais arrêté. Il y a eu d'abord le chien il y a au moins 15 000 ans, sans doute un peu plus, puis le chat au tout début de l'agriculture, puis les ongulés en général, j'oublie pas les Américains, les lamas, etc. Et puis il y a eu une seconde vague de domestication avec une grande diversité. C'est là qu'on a domestiqué le chameau, le dromadaire, etc., aux alentours de 2000, 3000 avant notre ère. Mais ça a continué. Le lapin, par exemple, a été domestiqué en Europe occidentale disons, au tournant du premier et du second millénaire de notre ère. Et aujourd'hui, la fin du XXe et le XXIe siècle sont les siècles de la domestication des animaux aquatiques, en particulier des poissons et des coquillages marins. Et ça, c'est une expérience qui est complètement différente de celle qu'on observe par l'archéologie. Évidemment, on a des technologies maintenant pour faire ça qui sont tout à fait différentes. Mais c'est une révolution extrêmement importante aussi en termes d'alimentation humaine, bien sûr. On mange tous de la dorade d'élevage, etc. Mais c'est aussi une révolution écologique mondiale, parce que ça a des conséquences, on le sait, sur la production des mers, sur l'économie marine, sur les conflits marins même. Est-ce qu'on peut, en regardant dans le passé justement la domestication, est-ce qu'on peut tirer pour les éleveurs d'aujourd'hui des enseignements ou peut-être aller dans le sens d'un élevage plus durable en observant certaines relations du passé? Alors tout à fait. Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette question parce que c'est celle qui a motivé. Moi, si j'écris des livres, c'est pas mon travail de chercheur, j'écris des articles scientifiques, mais si j'écris des livres pour le grand public, c'est justement parce que j'ai senti qu'il était important que nous autres archéologues nous parlions de ce que nous avons découvert il y a quelques décennies, quelques années même, que nous en parlions à tout le monde, y compris notamment aux éleveurs, et que tout le monde comprenne que la domestication, les débuts de la domestication, c'est pas exactement ce qu'on imaginait. Parce que du coup, ça enrichit notre relation à nos animaux domestiques, qu'ils soient animaux de compagnie, chiens, chats et autres, ou bien animaux d'élevage, de production. Ça enrichit notre relation, ça lui donne une autre tournure. Et je dirais que d'une certaine manière, j'en ai pas mal débattu dans les derniers chapitres de mes deux bouquins, d'une certaine manière, ça permet de mieux envisager les postures modernes vis-à-vis des animaux d'élevage. Je pense en particulier au bien-être animal, qui trouve là une justification totale, parce que ces animaux, on est embarqué avec eux de manière irrémédiable. On fera tout ce qu'on voudra, c'est trop tard. Ça fait 10 000 ans que ça dure. Donc en plus, on est les seuls à savoir écrire et à penser l'avenir. Donc on a une responsabilité éthique vis-à-vis d'eux. On ne peut pas les laisser tomber. Et au contraire, il faut qu'on les traite bien et puis qu'on envisage pour eux, et ça je crois que ce n'est pas suffisamment fait, et les éleveurs vont nous y aider sans aucun doute, qu'on envisage pour eux un avenir dans les siècles qui viennent, qui soit construit sur ces bases-là, et pas seulement sur une base d'exploitation un peu aveugle. Toute dernière question, est-ce que quelque part la domestication, ce n'est pas un aspect, un pan de plus de la mainmise de l'homme sur son environnement? Tout à fait, la domestication, c'est une révolution culturelle pour les humains, mais c'est une révolution de la biosphère. On le sait, maintenant la plupart des animaux, enfin en mammifères en tout cas, c'est des animaux domestiques. Donc c'est vrai que c'est un changement considérable qui est intervenu il y a 10 000 ans et qui fait partie de ce qu'on appelle la construction de niche humaine, qui est en fait, comme vous le disiez, l'anthropisation, la mainmise sur la planète. Et à travers ces animaux domestiques, on est en train de modifier complètement la faune sauvage. Du moins, je parle des mammifères parce qu'il ne faut pas oublier que la plus grande diversité, elle n'est pas chez les mammifères dans le monde animal. Mais ça, c'est quelque chose qui est important et sur lequel on doit aussi réfléchir pour un meilleur avenir. Alors on voit, et c'est vraiment la toute dernière question, on voit des animaux qui retrouvent leur caractère sauvage aussi. Alors pas exactement. On voit, et ça on le sait depuis, on en a mis en évidence des situations depuis la préhistoire, des animaux qui retournent à la vie sauvage. Par exemple, le mouflon de Corse, ce sont des moutons domestiques qu'on a introduits en Corse, qui ont échappé au contrôle de l'homme et qui sont retournés dans les montagnes et qui ont fait une lignée qu'on a longtemps cru être une lignée sauvage. La vérité, c'est que c'est un phénomène constant, le retour à la vie sauvage, mais on ne revient jamais à la position de départ, tout simplement parce que ces lignées animales, elles ont subi une phase de vie avec l'humanité,
elles ont parfois été sélectionnées par les éleveurs. Et donc les populations sauvages qui en résultent ne sont pas exactement les mêmes que les populations qui ont donné naissance aux animaux domestiques. Jean-Denis Vigne, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures, mais on est arrivé au bout de cette séquence. Je rappelle de vos 2 ouvrages. Donc cet ouvrage, donc la domestication, plutôt orienté pour découvrir, Plutôt grand public, plus oui, grand très public, grand on va le dire, aux éditions CNRS Éditions et aux éditions Quae, la version plus détaillée. Voilà, un peu plus scientifique. Merci beaucoup. Merci à vous.